Le 28 janvier, je me suis réveillé à 2 heures du matin. J'étais agité, je ne sais pas exactement pourquoi. Harry Smith découvre que son fils Arman, 18 ans, n'est toujours pas rentré à la maison. Je suis allé voir si sa voiture était garée dans l'allée. Elle n'y était pas. On n'arrêtait pas de vérifier toutes les heures. Arman n'était toujours pas là. Son père allait vérifier, mais Arman n'était pas là. Je me suis dit, oh non, il y a quelque chose qui cloche. Alors j'ai décidé d'appeler la police. Je n'arrêtais pas de me dire, Seigneur, par pitié, ramenez mon fils à la maison. Je vous en supplie, faites qu'il aille bien. Par pitié, faites qu'il rentre à la maison sain et sauf. Quand on mène une enquête, s'il y a bien une chose contre laquelle on se bat, c'est le temps. Chaque jour est une course contre la montre. Plus les jours passent, et moins on a de chances de retrouver la personne saine et sauve. On part optimiste, mais à la fin de la journée, l'espoir s'amenuise. Le temps est notre ennemi quand on enquête sur un crime. Comme dans toutes les grandes villes, de nombreux homicides ont lieu à Charlotte, en Caroline du Nord. En 22 ans de carrière, j'ai travaillé sur plus de 800 meurtres. Je m'appelle Gary McFadden. Ancien enquêteur, je suis devenu shérif et je travaille avec les meilleurs policiers pour résoudre ces affaires. En 2005, Charlotte a commencé à exploser. La ville s'est développée de manière fulgurante. The median price of a home has gone up nearly 6.5%. A financial group in Charlotte is expanding. Les banques ont pris le contrôle. De nouvelles entreprises se sont installées. Les maisons ont poussé comme des champignons et le prix des appartements s'est envolé. Tout le monde se pressait aux portes des meilleurs restaurants de Charlotte. Charlotte a connu un essor inattendu. Elle était en passe de devenir une grande ville. Mais même dans les villes qui sont agréables à vivre, se cachent de sombres secrets. La famille d'un adolescent de Charlotte va bientôt le découvrir. Le 28 janvier 2005, les parents d'Arman Smith contactent la police de Charlotte. Le jeune homme devait rentrer à 2 heures du matin, mais 10 heures plus tard, il n'est toujours pas là. Gary McFadden se souvient très bien de cette affaire parce qu'elle l'a touché à titre personnel. J'étais enquêteur et c'était un matin comme les autres. Je m'occupais de la paperasse, je discutais avec les collègues et je travaillais sur une affaire. 2 officiers du service des personnes disparues sont arrivés et ils nous ont dit « On est venu vous parler d'une affaire. On ne sait pas encore ce que ça cache, mais ça sent pas bon. Un gamin qui s'appelle Arman Smith a disparu dans tel quartier. Quand je les ai entendus parler de Jacqueline et d'Arman, je me suis rendu compte que je connaissais cette famille. » C'est toujours difficile de travailler sur une enquête où on connaît les gens concernés. Ça devient personnel et on t'appelle à n'importe quelle heure, même les week-ends. On passe plus de temps sur ce type d'enquête parce qu'on connaît la famille. Les Smiths vivent dans un beau quartier. D'ailleurs, j'avais même envisagé d'y acheter une maison. Les gens qui y vivent jouent au golf et conduisent de belles voitures. On ne recense quasiment pas d'actes criminels là-bas. Dans le quartier d'Arman Smith, les gamins ne disparaissent pas comme ça. L'officier Chuck Connor se rend au domicile des Smiths en compagnie de son collègue Terry Brandon, afin d'interroger les parents d'Arman et d'ouvrir une enquête. Si l'un de mes proches disparaissait, j'aimerais que ce soit cette équipe qui soit chargée de l'affaire. Je suis allé chez la famille Smith avec l'officier Brandon et dès notre arrivée, j'ai reconnu la mère, Jackie Smith. On a été scolarisés dans la même école, alors j'ai su que je devais faire tout ce que je pouvais. Les parents d'Arman expliquent aux enquêteurs que leur fils n'est pas du genre à partir seul. Arman, c'était mon beau gosse d'amour. D'ailleurs, c'était le surnom que je lui avais donné. Mon beau gosse d'amour. On lui a appris à être quelqu'un d'intègre et à avoir une haute opinion de lui-même. On ne voulait pas qu'il se sous-estime. On l'a toujours poussé à donner le meilleur de lui-même. Arman avait 14 ans quand il a commencé à travailler. Il avait décidé de se trouver un petit boulot parce qu'il voulait se faire un peu d'argent.
Ça lui permettait de s'acheter tout ce dont il avait envie. Il dépensait surtout son argent pour les vêtements. Il adorait les vêtements. Arman est allé en classe préparatoire à la Brisbane Academy et il a bien travaillé. Il avait décidé de poursuivre ses études à Winston-Salem, l'université d'État. Arman était un gamin de 18 ans comme les autres. Il voyait souvent ses amis et allait à des fêtes. Il sortait avec des filles et il passait du temps avec ses amis. C'était un jeune homme très sociable qui avait beaucoup de respect pour sa famille. Les officiers Brandon et Connor cherchent à reconstituer l'emploi du temps d'Arman juste avant qu'il ne disparaisse. Le jour de sa disparition, il était au volant de sa Nissan Maxima. Il adorait cette voiture parce qu'elle avait de belles jantes. C'était la classe. Il portait une chaîne avec une médaille. Sur la médaille, il y avait le visage de Jésus. Il portait cette médaille dès qu'il en avait l'occasion. Ce bijou, il y tenait plus que tout. Sa chaîne et sa voiture, c'était ce qu'il avait de plus cher. Il en était très fier, vraiment fier. On a découvert qu'Arman avait prévu d'aller voir sa petite amie. Elle s'appelait Julie Hill. Julie Hill? Yes? Detective Connor? Detective Brandon? Is there anything you could tell us what happened that night with Arman? Arman? Julie nous a raconté qu'elle avait parlé à Arman en début de soirée. Il devait être entre 20h et 21h. He called me that night and said that he had a few things he needed to take care of, and then he'd be right over. Comme il commençait à être tard, elle s'est demandé s'il allait réellement passer la voir. Elle lui a parlé une deuxième fois à 23h. Finalement, il n'est jamais venu. Julie explique aux enquêteurs qu'elle ignore où se trouvait Arman au moment où il l'a appelé. Après cela, l'adolescent ne donnera plus signe de vie. Julie a donné quelques noms à l'officier Brandon. Elle a dit qu'il devrait interroger ces personnes parce qu'elles allaient en cours avec Arman. There's this kid that he hangs out with. His name is Rashawn. They're tight. They play basketball together. Quand quelqu'un disparaît, on a deux cas de figure. Si c'est un adulte qui disparaît, il aura une routine. On pourra consulter son agenda et vérifier son planning professionnel. Mais quand c'est un adolescent qui disparaît, c'est tout le contraire. Un adolescent, c'est impulsif. Il va décider d'aller au centre commercial ou de retrouver ses amis. Il est censé être en cours, mais il va voir un ami. Il n'y a pas de routine. C'est extrêmement difficile de retracer la vie d'un adolescent. Les enquêteurs parviennent à localiser Rashawn, l'ami d'Arman. Ce dernier se trouve sur le terrain de basketball où il a l'habitude de jouer. What can you tell us about Arman Smith? Did he finally run away? Run away? Il nous a dit qu'Arman avait envie de s'enfuir. Did he mention where he would go? Il a ajouté qu'il avait prévu d'aller quelque part en Caroline du Sud. Rashawn a raconté aux enquêteurs qu'Arman s'était enfui parce qu'il ne voulait plus voir sa famille. Mais cette histoire ne tenait pas debout. Arman avait une famille modèle et il était proche de ses parents. Il n'avait aucune raison de quitter le domicile familial. Il nous a donné des informations, c'est mieux que rien. Mais on ne pouvait quand même pas se fier à ce qu'il nous avait dit. D'ailleurs, on a fait des vérifications et c'était une fausse piste. La police contacte tous les hôpitaux pour savoir si Arman aurait été admis dans l'un d'eux. Elle lance également une alerte pour retrouver sa voiture, mais en vain. 2 jours après sa disparition, il semblerait qu'Arman se soit volatilisé et pour ses parents,
l'inquiétude grandit. Je n'arrêtais pas de me dire, Seigneur, par pitié, ramenez mon fils à la maison. Je vous en supplie, faites qu'il aille bien. Par pitié, faites qu'il rentre à la maison sain et sauf. Pendant 72 heures, j'ai vécu un véritable cauchemar. 3 jours après le début des recherches, la police tient peut-être une piste. Un autre adolescent a disparu. Hey Connor, come take a look at this. Un couple a signalé la disparition de leur fils de 15 ans. Arman, lui, en avait 18. Est-ce qu'ils ont des amis en commun? Est-ce qu'ils se sont vus? Y a-t-il quelque chose qui relie ces deux adolescents? On envisage toutes ces possibilités. Ce sont de nouvelles pistes à explorer. On a examiné cette nouvelle affaire et on l'a comparée à celle d'Arman pour voir si on trouvait des points communs. Let's go check it out. La police doit maintenant enquêter sur la disparition de 2 adolescents dans le même secteur de Charlotte. On ignore s'ils sont encore en vie. Un garçon qui disparaît, c'est déjà une mauvaise nouvelle, mais quand il y en a un deuxième, c'est catastrophique. Quand on enquête sur des meurtres, on commence à envisager le pire. On cherche des points communs entre les deux affaires, des schémas qui se répètent. Ont-ils les mêmes amis? Est-ce qu'ils vont aux mêmes fêtes? Est-ce qu'ils sortent avec la même fille? S'est-il passé quelque chose entre ces 2 garçons que personne ne saurait? Ont-ils travaillé au même endroit? À ce moment-là, les enquêteurs ont commencé à interroger des gens pour savoir s'il y avait un lien entre la disparition d'Arman et celle de ce jeune garçon. Visiblement, les 2 garçons ont plusieurs points communs. Dans les 2 cas, il s'agissait d'Afro-Américains. C'étaient 2 adolescents qui venaient de bonnes familles et qui avaient beaucoup d'amis. D'ailleurs, ils avaient des amis en commun. Ils fréquentaient les mêmes cercles d'amis. Alors que la police vient de découvrir ce lien entre les 2 disparus, l'enquête sur le 2e adolescent bascule. On a retrouvé ce jeune homme à Moravia, une ville en Caroline du Nord qui est à environ 1 heure de Charlotte. On est allé le chercher là-bas. On lui a proposé de le ramener à Charlotte et il a accepté de rentrer avec nous. Il avait fait une fugue, il n'avait pas été enlevé, il ne s'était rien passé de grave. En fait, il avait fait une bêtise et il ne voulait pas que ses parents le découvrent. Ces 2 disparitions sont-elles le fruit d'une coïncidence ou cachent-elles autre chose? Les enquêteurs interrogent le jeune fugueur dans l'espoir d'obtenir de nouvelles informations. Pendant l'interrogatoire, je lui ai montré une photo. You know him? No. You don't recognize him? No, not at all. Are you sure? I'm sure. Il a dit qu'il ne connaissait pas Arman et qu'il ne l'avait jamais vu. Can I go now? Yeah, you're free to go. Les policiers, qui pensaient tenir un témoin prometteur, se retrouvent dans l'impasse. On a un 2e disparu que l'on retrouve sain et sauf, mais toujours aucune trace d'Arman. C'est encore une journée qui passe sans qu'on ait la moindre piste solide pour nous aider à trouver Arman. Tout ce que je sais, c'est qu'un bon garçon a disparu, un jeune que je connais. Retrouvé en vie diminue au fil des heures. Quand on travaille sur une disparition, plus les jours passent et moins on a de chances de retrouver la personne en vie. C'est difficile à reconnaître, mais c'est la vérité. On n'a pas de scène de crime et on a seulement quelques témoins. Donc il faut retracer l'emploi du temps de la personne. Où a-t-elle pris son dernier repas? Où a-t-elle joué au basket pour la dernière fois? Quand s'est-elle connectée à Internet pour la dernière fois? Quand a-t-elle passé son dernier appel? Qui est la dernière personne à lui avoir parlé? À ce moment-là, c'était vraiment frustrant pour nous. Le lendemain, les enquêteurs obtiennent enfin les relevés de compte de l'adolescent disparu. L'officier Brandon a vérifié si Arman avait utilisé sa carte de crédit ou s'il y avait effectué d'autres transactions. On n'a relevé aucune activité sur son compte.
On a trouvé ça suspect. On examine l'activité sur Internet et on la compare avec celle de la famille et des amis. Quand on ne trouve aucune correspondance, qu'il n'y a rien qui se recoupe et qu'en plus, il n'y a pas d'activité sur le compte en banque, c'est mauvais signe. On le sait bien quand on enquête sur des meurtres. En revanche, la police tient peut-être une piste grâce au relevé téléphonique d'Arman. Il y a un numéro qui a attiré mon attention. On s'est intéressé à ce numéro à cause de la date et de l'heure. 2 appels vers le même numéro ont été passés du téléphone d'Arman le 31. Ce numéro appartenait à une certaine Nia Anderson. Ces 2 appels ont été passés 2 jours après la disparition du jeune homme. Par ailleurs, No, not off the top of my head, no. On est allé parler à Nia Anderson. On a commencé par l'interroger au sujet des 2 appels qu'elle avait reçus sur son téléphone. Ensuite, je lui ai demandé si elle connaissait Arman Smith. Arman? No, never heard of that name. Is there anyone else that live here with you? My kids, they're teenagers. Nia affirme qu'elle connaît tous les amis de ses enfants et qu'elle n'a jamais entendu parler d'Arman Smith. Cela dit, ses enfants n'étaient pas seuls chez elle au moment où elle a reçu ces appels. Son neveu était également présent avec un ami surnommé KB. Ses enfants lui ont dit que l'appel reçu le jour de la disparition était destiné à KB. KB est en réalité le surnom de Kurt Brock. Kurt Brock. Okay, that's all for now. Je voulais découvrir qui était ce Kurt Brock. Il fallait qu'on lui parle. Alors que les enquêteurs commencent à s'intéresser à cette piste, ils reçoivent un appel qui les oriente dans une autre direction. La voiture d'Arman Smith a été retrouvée devant l'immeuble Lawyers Ridge. C'est une aubaine de retrouver la voiture de la victime. On a un indice énorme. Un indice qui va nous en donner d'autres. This doesn't make any sense. Why would he leave the car here if he's running away? On n'a rien remarqué de particulier sur cette voiture au niveau de la carrosserie. En tout cas, pas à première vue. Les jantes en chrome étaient ébréchées du côté gauche. Mais en dehors de ça, la voiture n'était pas endommagée. La découverte de la voiture d'Arman 4 jours après sa disparition jette un froid sur l'enquête parce que l'adolescent, lui, reste introuvable. C'est alors que l'officier Miguel Santiago rejoint l'équipe d'enquêteurs. On avait appris une chose à propos d'Arman, c'est qu'il adorait sa voiture. Donc, pour rien au monde, il ne l'aurait abandonnée. D'ailleurs, quel ado abandonnerait sa voiture? Tout a changé quand on a retrouvé la voiture d'Arman, puisque c'est une scène de crime. On sait qu'on va retrouver des indices dans cette voiture. On va analyser les moindres recoins. On va analyser les pneus, mais aussi les rétroviseurs, les portières et les sièges. Pour nous, cette voiture, c'est comme une mine d'or. On a trouvé cette pépite et il ne nous reste plus qu'à l'examiner. On a remorqué le véhicule d'Arman jusqu'au poste de police. C'est là qu'on a procédé aux analyses. On voulait tout faire pour découvrir ce qui s'était passé. Le but, c'était de trouver un indice qui nous mènerait dans la bonne direction et nous permettrait de résoudre cette enquête. On connaissait Arman. Je crois qu'à l'époque, mon fils avait 1 an ou 2 de moins que lui. Il devait avoir entre 15 et 17 ans. Donc, dans ces cas-là, on pense forcément à nos enfants. On se demande qui ils fréquentent au lycée et ce qu'ils font. Parfois, on va même les voir et on leur demande « À sa place, qu'est-ce que tu ferais ?» Comment contacterais-tu quelqu'un? On se sert de la vie de nos enfants comme d'un miroir pour essayer de trouver des pistes. La police scientifique va avoir besoin de plusieurs jours pour analyser la voiture d'Arman. En attendant, les enquêteurs cherchent à savoir comment le véhicule s'est retrouvé à cet endroit. On a trouvé la voiture d'Arman dans un parking. La procédure habituelle dans des cas comme ça, c'est de ratisser la zone. On fait du porte-à-porte. Toc toc, vous voulez bien nous parler? Vous avez des informations? Et on s'en va. Toc toc, on vous parle, on note les infos et on s'en va. Toc toc, donnez-nous des infos et on s'en va. Le but est de savoir si quelqu'un a vu quelque chose. On essaie de trouver des pistes en interrogeant les gens.
On leur a demandé s'ils avaient déjà vu ce véhicule. No, I've never seen that. I mean, are you sure? If you can just give it another look. I'm sure, I've never seen that. I'd remember those wheels. Est-ce qu'ils reconnaissaient Arman Smith en photo? On essayait de savoir si quelqu'un l'avait vu dans cet immeuble. Thank you for your time. Si personne ne reconnaît Arman, la police obtient tout de même une nouvelle piste. On nous a appris qu'un couple avait abandonné son appartement le week-end après qu'on a retrouvé la voiture d'Arman Smith. L'un des gérants de l'immeuble nous a dit que ce couple avait déménagé subitement. En gros, il s'était enfui. Le gérant donne le nom des deux locataires. Il s'agit de Latrice Williams et Danny Dinkins. On s'est dit, c'est là qu'on a retrouvé la voiture d'Arman, et ils sont partis quelques jours plus tard. Il faut qu'on parle à ce couple. Il faut aussi qu'on aille dans leur appartement pour l'examiner. Pourquoi? Parce qu'on y trouvera peut-être des indices. Alors il faut qu'on aille voir cet appartement et vite. What can you tell us about the tenants that used to live here? They didn't really cause any issues. They were often behind on their rent, though. Then they just up and left. They still owe their last month, actually. Ils avaient emporté tous leurs meubles. Ils avaient pris toutes leurs affaires. On a jeté un œil dans l'appartement et sur le sol, entre la chambre et la salle de bain, on a remarqué des taches rouges. Hey Chuck, take a look at this. Looks like blood. We're gonna have to secure the area and call CSI. Yeah, let's do that. On est revenu avec nos collègues de la police scientifique. Ils ont examiné tout l'appartement et ils nous ont confirmé qu'il s'agissait bien de taches de sang. La police scientifique va faire analyser les échantillons de sang. Quand on est enquêteur, on ne croit pas aux coïncidences. En tout cas, je n'y crois pas. On a trouvé la voiture d'Arman dans ce parking. Ensuite, on découvre que, comme par hasard, un couple a déménagé au moment où Arman a disparu. Pour finir, on retrouve des taches de sang dans leur appartement. Est-ce que c'est une coïncidence? Vous savez, quand on travaille dans la police, les coïncidences, ça n'existe pas. Ces choses-là n'arrivent pas sans raison et on le sait parce qu'on est de bons flics. Les anciens locataires sont devenus nos principaux suspects quand on a trouvé du sang sur la moquette dans l'appartement qu'ils avaient abandonné. Notre priorité, c'était de les retrouver pour les interroger. On devait découvrir pourquoi il y avait autant de sang dans cet appartement et à qui était ce sang. L'enquête commence à progresser et les policiers découvrent une nouvelle piste. Un homme les contacte. Il s'appelle Jerry Moore et il dit avoir des informations au sujet d'Arman Smith. Il nous a raconté qu'Arman passait souvent du temps avec des gens qu'il connaissait. Il nous a parlé d'un garçon qui fréquentait le même lycée que lui. People would see Harmon with them all the time. Somewhere in there, Latrice and Harmon got involved, you know, romantically. I doubt Danny was happy about it. Danny? Yeah, Dinkins. Danny Dinkins. Jerry Moore nous a dit qu'Arman sortait avec Latrice Williams, la femme qui vivait dans l'immeuble devant lequel on a retrouvé la voiture. Il a ajouté que le petit ami de la jeune femme l'avait peut-être découvert et qu'il était peut-être impliqué. Il nous a dit que cet homme s'appelait Danny Dinkins. Voilà ce qu'on a. Le couple s'est enfui. On a trouvé des taches de sang et maintenant, on apprend qu'il y avait peut-être un triangle amoureux. Qu'est-ce qu'on doit faire? On se dit qu'il faut qu'on continue à fouiller pour déterrer le trésor qu'on cherche. Ça s'annonce mal pour ce couple. On ne sait pas où ils sont et il faut qu'on les retrouve. Investigation is still going on right now. There's still people that we want to talk to, and we just want to protect what information we're putting out. Arman Smith a disparu depuis 3 semaines. La police tente toujours de découvrir ce qui lui est arrivé. On a retrouvé la voiture d'Arman et on a un couple qui s'est enfui. On a aussi des traces de sang dans l'appartement de ce couple. À ce stade, la population et la famille demandent des réponses. Nous aussi, on veut des réponses. Les parents d'Arman attendent. Ils espèrent encore une bonne nouvelle. Les jours passaient. Mais on avait
encore l'espoir de retrouver Arman, sain et sauf. On était sûr qu'on allait le retrouver et que tout allait rentrer dans l'ordre. Ça a été une période très difficile. Les enquêteurs trouvent enfin la nouvelle adresse de Latrice Williams grâce à son employeur. La jeune femme et Danny Dinkins acceptent tous les deux de se rendre au poste de police pour répondre aux questions des enquêteurs. On les a séparés, on les a placés dans 2 salles d'interrogatoire différentes. On a commencé par interroger Latrice Williams. On leur a dit à tous les deux qu'ils n'étaient pas en état d'arrestation et qu'ils pouvaient partir à tout moment. Did you have any problems there? Why did you leave so suddenly? To be honest, we were having some financial issues, so when we got the chance to go live with Dan's family, we didn't think twice about it. Je lui ai demandé si elle connaissait Arman Smith et elle m'a répondu que non. Elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Latrice prétend qu'elle ne sort pas avec Arman, alors qui dit la vérité, elle ou l'informateur? Quoi qu'il en soit, la jeune femme doit clarifier certaines choses. How do you explain the blood that we found in your apartment? Elle nous a dit qu'ils avaient des chiens et que l'un d'eux s'était battu. Il avait saigné abondamment et c'est pour ça qu'on a retrouvé du sang. Le petit ami de Latrice confirme sa version. Danny Dinkins nous a raconté à peu près la même chose. Peu importe ce que déclare le couple, les preuves permettront d'établir la vérité. L'ADN ne ment jamais. D'ailleurs, les résultats de l'analyse des traces de sang prélevées dans leur appartement tombent. Starting to drop. You guys should see this. J'ai découvert que le sang retrouvé dans leur appartement était celui d'un animal et non pas d'un humain. On avait peu d'informations à leur sujet et aucune preuve qui nous permettait d'en savoir plus. Alors on n'avait aucune raison valable de les arrêter. C'est une nouvelle déception pour les enquêteurs et surtout pour Gary McFadden. Quand on a eu la confirmation que le sang retrouvé dans l'appartement était bien celui d'un chien, on a compris que c'était une fausse piste. Là, ça a été retour à la case départ. Quand on mène une enquête, on se retrouve souvent dans l'impasse. Ça fait partie de notre quotidien. Parfois, je me réveille en plein milieu de la nuit et je vois le panneau « Voie sans issue ». On sait que c'est normal. Quand on tombe sur des impasses, je fais avec. Ce qui me dérange, c'est quand l'issue est fatale. Le sang retrouvé dans l'appartement ne constitue finalement pas une preuve. Latrice Williams et Danny Dinkins sont donc mis hors de cause. Par ailleurs, la police n'arrive toujours pas à localiser Kurt Brock, celui qui a reçu un appel du téléphone d'Arman Smith. Tous les espoirs pour retrouver le jeune homme reposent désormais sur l'analyse scientifique de la voiture. Les résultats tombent enfin. Malheureusement, la police ne relève aucune empreinte digitale. Les enquêteurs utilisent du luminol, un produit chimique, afin de détecter la présence de sang dans le véhicule. C'est une stratégie payante. Le luminol provoque une réaction qui ressemble à une étoile blanche rayonnante. C'est ce qu'on prend en photo. Quand on a vaporisé du luminol dans le coffre de la voiture, on aurait dit un sapin de Noël. Ce résultat troublant est de mauvais augure. Le laboratoire nous a donné le résultat des analyses et c'était bien le sang d'Arman. C'est donc devenu une enquête sur un homicide. Au même moment, on a reçu l'appel qu'on redoutait. Un mois après la disparition d'Arman, quelqu'un fait une découverte macabre dans l'étang de Lake Point. Un homme qui vit dans la résidence Lake Point, qui est située ici, à Charlotte, a décidé d'aller pêcher. Il a aperçu un objet qui flottait à la surface de l'eau. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais il s'est douté que ce n'était pas anodin. Il a appelé les secours. La police s'est rendue sur place et c'est à ce moment-là que l'on a sorti cet objet de l'eau.
La police a alors confirmé qu'il s'agissait bien d'un corps. Quand je suis arrivé, il y avait plein de policiers, mais aussi les pompiers et les secouristes. On voulait savoir au plus vite s'il était possible que ce soit le corps d'Arman Smith. La police scientifique se met au travail. On a pris le corps en photo dès qu'il a été sorti du lac. Il portait des vêtements classiques. On lui avait mis un sac poubelle sur la tête qui était scotché avec du Chatterton de couleur argentée. En général, quand on retrouve une victime et qu'elle a le visage recouvert, ça nous indique que le meurtrier connaissait sa victime et qu'il ne voulait pas voir son visage. C'est pour ça qu'il l'a couvert. Le corps était en état de décomposition, donc on ne pouvait pas affirmer qu'il s'agissait d'Arman Smith. C'était impossible de l'identifier à ce moment-là. 18-year-old Harmon Smith disappeared 1 month ago. Tonight, the family is praying that this body found is not Harmon. Malheureusement, le dossier dentaire d'Arman permet de confirmer qu'il s'agit de son corps. Quand on a appris que c'était bien le corps d'Arman, c'est comme si on avait reçu un coup de poing dans le ventre. Cette personne est dans notre cœur et notre esprit chaque jour que Dieu fait, même si on essaie de ne plus y penser. On a beau essayer d'y échapper, on pense toujours aux victimes, même en dehors du boulot, quand on est en train de tondre la pelouse par exemple. Quand on travaille sur des meurtres, ce sont nos victimes. On a vu 2 officiers de police arriver à notre porte. C'était Terry Brandon et Gary McFadden. Ils sont entrés. Ils sont d'abord allés voir mon mari et ils lui ont annoncé la nouvelle. C'était bien Arman. J'ai crié. Non. Non, c'est pas mon bébé. C'est pas lui, non. Mais c'était lui. Je n'arrêtais pas de me demander, pourquoi, Seigneur? Pourquoi mon enfant? Ce qu'il y a de plus difficile dans notre travail, c'est d'annoncer la mort d'une victime aux proches. C'est ce qu'il y a de pire. On sait qu'on ne pourra jamais ramener un proche. On ne ramènerait pas Arman, mais on pouvait rendre justice à cette famille. Je connaissais cette famille et je leur ai promis que je découvrirais le coupable et qu'ils obtiendraient justice. L'affaire fait la une des médias et la police reçoit de nombreux appels. L'un d'eux attire tout de suite l'attention des enquêteurs. Un homme nous a dit qu'il avait des informations sur le meurtre d'Arman. Ce n'était pas la première fois depuis le début de l'enquête, mais on n'avait pas le choix. On devait vérifier parce que j'avais promis à la famille que je trouverais le coupable. L'homme accepte de parler à la police. Les enquêteurs vont donc à la rencontre de cet informateur. Un ami lui aurait raconté une histoire. Il nous a dit que son ami se faisait appeler TJ. TJ parle de 2 hommes qu'il a rencontrés par hasard le soir de la disparition d'Arman. L'un des 2 hommes s'appelle KB et il est en voiture. C'est la première fois que TJ le voit au volant de ce modèle. Les enquêteurs en déduisent que ce KB est sans doute Kurt Brock, la dernière personne qui a reçu un appel du téléphone d'Arman. They came up with a Go Maxima. It was pretty nice. TJ nous a expliqué que KB s'était garé devant chez lui et qu'il était au volant d'une Maxima toute neuve. C'était une belle voiture qui avait de super jantes en chrome. TJ a donc demandé à KB où il avait eu cette voiture, mais KB ne lui a pas répondu. TJ précise que KB n'était pas seul ce soir-là. Il nous a dit qu'il y avait quelqu'un avec KB dans la voiture. Un homme qui s'appelle Hakim Keaton. Il nous a aussi dit que KB avait une chaîne avec une médaille autour du cou. Sur la médaille, il y avait le visage de Jésus. On sait 2 choses au sujet d'Arman. Il adorait sa voiture et sa médaille de Jésus.
Maintenant, on a un témoin qui nous parle de deux hommes, KB et Hakim, qu'il a vus avec la voiture et la médaille. Donc, il est temps de retrouver ces deux hommes. La découverte du corps d'Arman, un témoin affirme qu'il a vu Kurt Brock et Hakim Keaton dans la voiture d'Arman le soir de sa disparition. Les deux hommes avaient également sa médaille. Un autre informateur révèle à la police que Brock est chez l'un de ses proches. On a eu plein d'informations au cours de cette enquête, mais on doit tout vérifier. On ne sait jamais où va nous mener une piste. Cette fois sera la bonne. La police tient enfin Kurt Brock, le suspect qui a reçu 2 appels du téléphone d'Arman après la disparition de l'adolescent. Elle est persuadée que c'est le meurtrier qui s'est servi du téléphone avant de s'en débarrasser. Did you know Harman well? Not really. We hung out and stuff, but I didn't know him that well. Je lui ai demandé ce qu'il faisait quand ils se voyaient. Il m'a dit qu'ils traînaient ensemble, je lui ai dit « Il traînait avec toi et avec qui d'autre ?» Il m'a dit qu'il y avait aussi son cousin. Il nous a ensuite révélé que ce dernier s'appelait Hakim Keaton, mais c'est tout. Il a dit qu'il ne savait rien d'autre. Mais sa gestuelle le trahissait. On voyait clairement qu'il en savait plus qu'il ne voulait l'avouer. Il s'est levé et il a quitté la salle d'interrogatoire. Il savait qu'il n'était pas en état d'arrestation et qu'il pouvait partir à tout moment. Les enquêteurs ont maintenant hâte d'entendre la version d'Hakim, le cousin de Kurt, et l'attente sera de courte durée. Comme tout enquêteur qui se respecte, ils ont demandé à Hakim de venir au poste et surprise, il a accepté. Il a commencé à parler d'Arman et il nous a dit qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble, qu'ils sortaient souvent ensemble et qu'ils faisaient plein de choses. You guys hung out? Yeah, we did. We hung out a little bit. Hakim reconnaît qu'il a vu Arman chez KB le soir de sa disparition. Just talk, man. That's it. Just kicking it. Was anybody else there? I can't remember. À ce moment-là, je l'ai coupé et je lui ai dit « Je ne crois pas un mot de ce que vous racontez ». Hakim a alors baissé la tête. Il est resté tête baissée comme ça pendant environ 30 secondes. Il était silencieux. Get it off your chest. You came this far. Come on, talk to me. He made me do it, man. Who's he? KB made me do it. I'm gonna need you to tell me exactly what happened. Hakim Keaton raconte aux enquêteurs qu'il était chez Kurt Brock avec Arman le soir où ce dernier a été sauvagement assassiné. D'après ce que nous a raconté Hakim, ils passaient la soirée ensemble et à un moment donné, ils ont décidé de retourner à l'appartement de KB. Arman, KB et Hakim sont donc retournés à l'appartement et ils ont regardé un film. Ils ont fini par s'endormir tous les trois. Hakim nous a dit qu'il dormait sur le canapé et qu'Arman dormait aussi sur un autre canapé. Tout d'un coup, il s'est réveillé parce qu'il a entendu des cris. Quand il a ouvert les yeux, il a regardé Arman et il a vu KB qui était sur lui, en train de le poignarder. Hakim prétend qu'il ignore la raison de cette attaque. KB was stabbing Harman. And all I saw was the knife. They broke. And then he just picked up a frying pan and he hit him in the face. KB a commencé à frapper Arman au visage avec cette poêle. Ensuite, il a crié à Hakim, « Va me chercher des couteaux !» So I did, because I thought he was going to hurt me too. Why didn't you just leave and get help? I was afraid, man. Ce que ces deux garçons ont fait à Arman, c'est de la torture, ni plus ni moins. Ça a été une mort lente et très douloureuse. Quand ils ont supposé qu'Arman était mort, ils ont cherché à se débarrasser du corps. Hakim a aidé Kurt Brock à emballer le corps avec du Chatterton. Il a dit qu'il lui avait mis un sac poubelle sur la tête et qu'il l'avait attaché autour de son cou. Ensuite, ils ont aussi emballé ses pieds dans un sac poubelle et l'ont scotché avec du Chatterton.
Hakim a expliqué que Kurt Brock avait alors enlevé la fameuse chaîne avec la médaille de Jésus autour du cou d'Arman et qu'il l'avait prise pour lui. Hakim a aussi pris le portefeuille d'Arman. Lui et Kurt Brock ont porté le corps d'Arman. Ils ont descendu les 3 étages de l'appartement jusqu'en bas. Ils ont mis le corps d'Arman dans le coffre de sa propre voiture, la Maxima. Ils sont allés se débarrasser du corps. Quand on a demandé à Hakim Keaton pourquoi il avait tué Arman, il nous a répondu que Kurt Brock était persuadé qu'Arman lui avait volé sa carte de crédit. On lui avait volé de l'argent. C'est ce qu'ils ont dit pour expliquer pourquoi il avait tué Arman Smith. Je pense plutôt qu'il l'a tué pour le voler. Il a voulu prendre le peu d'argent qu'Arman avait sur lui. J'ai l'impression que quelque part, c'est comme s'ils avaient décidé qu'ils n'aimaient pas Arman parce que c'était un gentil garçon de bonne famille. Je suis persuadée qu'ils étaient jaloux. On avait donc obtenu les aveux d'Hakim Keaton. C'était super. À ce moment-là, on pensait qu'il nous avait raconté ce qui s'était vraiment passé. Mais quand on est un bon policier, on a aussi besoin de preuves matérielles pour corroborer ses aveux. C'est pour ça qu'on a voulu savoir où se trouvaient les couteaux. Hakim a accepté de nous conduire jusqu'à l'endroit où il les avait cachés. Sans surprise, la police retrouve les couteaux utilisés lors de l'agression, ainsi que les affaires personnelles d'Arman dans les égouts, à l'endroit indiqué par Hakim. Hakim Keaton est immédiatement arrêté. La police va maintenant chercher KB pour le mettre en garde à vue. On a frappé à la porte et quelqu'un est venu ouvrir. On a dit à cette personne qu'on cherchait Kurt Brock. On a entendu du bruit, alors des officiers sont entrés et ils ont attrapé KB. On l'a menotté et c'est là que je lui ai dit qu'il était en état d'arrestation pour meurtre. On ne pourra jamais ramener Arman. Mais on a arrêté les 2 hommes qui l'ont tué. Au moins, on pourra rendre justice à cette famille. Je ressens un tel manque que je ne trouve même pas les mots pour l'expliquer. Je continue à me demander, est-ce que tu m'as appelé à l'aide? Est-ce que tu avais besoin de moi et je n'étais pas là pour t'aider? Maman n'était pas là pour t'aider cette fois-ci. Je n'ai rien pu faire. Et ce qui fait vraiment mal aussi,